Salut tout le monde, on se retrouve en ce mois de novembre pour l'avant-dernier épisode du podcast Starlettres. Alors l'avant-dernier oui, mais surtout le dernier dans lequel je reçois un invité. Et aujourd'hui il s'agit d'une invitée puisque c'est Anne-Laure Tribel qui répond à mes questions. Anne-Laure qui est chanteuse, comédienne, artiste pluridisciplinaire aux multiples facettes. Vous allez évidemment découvrir ça juste après dans l'interview. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner, à partager vos épisodes préférés autour de vous et un grand merci à tous ceux qui nous ont laissé des étoiles, des revues, des petits mots. C'est vraiment très précieux pour moi et pour les invités du podcast, alors encore une fois, merci à vous. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle écoute. Alors, comment vas-tu, Anne-Laure ? Eh bien, ça va très bien, à part ce petit rhume qui m'embête aujourd'hui. Ouais. Mais... Je compatis. Je compatis. Je sais pas si ça va s'entendre au mix final, mais ouais, cette petite voix du nez comme ça. C'est... Petite voix un petit peu cassée, mais parfois, on peut trouver ça très sexy. Donc, oui, ça donne du charme. On va voir le côté positif. Voilà, exactement. En tout cas, je suis vraiment ravie de te recevoir dans cet avant-dernier épisode de la saison 1 du podcast de Starlettres déjà. Ça passe vite. Alors, on s'est rencontrés, oui, c'est un petit peu toujours la même formule par laquelle je commence. On s'est rencontrés sur la saison 7 de Mickey le Magicien à Disneyland Paris. Tout à fait. Quelle saison, quel souvenir dans les coulisses et sur scène. Alors évidemment, moi je suis très curieuse que tu nous parles en fait de ton parcours, qui n'est pas forcément un parcours des plus communs dans ceux qui ont comme ça choisi la voie de l'artistique. On a ceux qui se lancent dès 18 ans, qui vont faire des écoles, etc. Toi, tu as un parcours différent. Et voilà, je suis tellement contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que c'est hyper inspirant et pour aussi montrer qu'il n'y a pas de formule type en fait pour faire de la comédie musicale ou de l'artistique ou d'ailleurs toute autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Comment tu as commencé en fait l'artistique et peut-être si tu veux bien revenir sur ta carrière en fait, ce que tu as fait comme métier, etc. Oui. Et la transition. Voilà. Bien sûr, avec plaisir. Et en effet, moi il y a quelque chose que je sais depuis toujours, c'est qu'en effet, l'art m'appelle. Vraiment, c'est cliché, mais ce truc de je chantais avant de parler, je dansais avant de marcher, c'est très juste dans mon cas. J'ai toujours été fascinée par les arts de la scène, beaucoup par le chant et par la danse. Okay. Et du coup, comme plein de petites filles et de petits garçons, c'est quelque chose qui fait partie de mes activités périscolaires. Donc j'étais dans des chorales d'enfants dès mon plus jeune âge. Moi, j'ai la particularité d'avoir été élevée par des parents très croyants, très pratiquants. Et donc, j'étais à la messe tous les dimanches. Et c'est bête, mais je considère que ça fait partie de mon apprentissage artistique parce qu'on chante beaucoup à la messe. C'est vrai. J'étais au baptême de la fille d'une de mes meilleures amies il y a encore pas longtemps. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont chantées. Et oui. Qui sont pas juste récitées, mais chantées. Donc, c'est hyper juste ce que tu dis. Et j'y ai appris les armeaux. Ah bah voilà. Voilà, c'était vraiment... avec ma sœur, c'était notre occupation préférée. Faire des armeaux, des tierces sur les champs de messe. C'est génial. J'adore ce genre d'anecdotes. On était en représentation pour les bancs autour de nous. Voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret. Voilà, la danse, j'en ai fait de mes 11 ans à mes 24 ans, la danse contemporaine, qui est très expressive. Et j'ai fait aussi du théâtre. Et adolescente, j'ai découvert le Graal, l'ouverture d'un atelier comédie musicale qui se créait. Et c'est là que j'ai découvert qu'en plus, c'était possible de faire les trois en même temps. Donc, magnifique, merveilleux. Et j'avais bien sûr ce rêve de jeune adolescente d'en faire un métier. À ce moment-là, ne venant pas d'une famille d'intermittents, je ne voyais pas trop la possibilité... d'être intermittente du spectacle. C'est-à-dire de vraiment rentrer dans ce milieu-là concrètement. J'avais vraiment cette idée arrêtée qu'on me transmettait autour de moi de, soit t'es Céline Dion ou Edith Piaf, on t'a trouvé dans la rue, il y a un producteur qui a dit « je te veux dans mon équipe », soit ta vie, ça va être de la merde. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Hein. C'est comme si c'était vraiment un parcours réservé à une élite, choisie que c'était choisi par Dieu, justement, exactement. ou par la providence, quoi, mais pas forcément un choix un peu conscient en se disant
je vais construire un projet professionnel autour de ça. Ouais, je vais travailler pour arriver à ça. Pas du tout. Pour moi, ça n'existait pas, c'était pas possible. Et j'avais vraiment ce cliché. Je sais pas si tu vois dans Le Flambeau, Annick qui fait des bolasses. Oui, évidemment, je vois. Et vraiment, mais je dis ça, mais premier degré. Pour moi, soit t'es Céline Dion, soit t'es Annick. Et donc j'attendais que René me trouve de passer d'Annick à Céline Dion. Voilà. J'adore les références. Je pense qu'on va passer un super moment ensemble. Et c'était hors de question que je sois Annick surtout. Enfin, dans ma famille, il y avait un truc où de toute façon c'est pas possible en fait. Il y avait une pression élitiste assez où de toute façon on attendait de moi que je fasse des grandes études. Bon voilà. Et donc quand même à 18 ans. Je me suis prise par la main. La seule chose pour moi où je me disais peut-être je vais devenir Céline Dion, c'est qu'il y avait l'émission À la recherche de la nouvelle star. Oui. Et je me suis présentée à 18 ans en connaissant rien de rien. Et je me rappelle avoir passé les premiers castes, ceux qu'on voit pas à la télé. Ouais. Donc j'ai pu auditionner devant les 4 jurys là, Manoukian, Marianne James, bref. Dovatia, c'est ça oui, Dovatia. Et c'était qui le quatrième, je sais plus. Manu Katché, non, c'était pas lui. Non, je crois que j'ai fait l'année où c'était comment il s'appelle, celui qui chante Sinclair. Oui, d'accord. Voilà. Anyway, j'arrive comme une petite fleur. Je leur chante une chanson qui ne me va pas du tout, qui ne me met pas du tout en valeur. Je leur chante Travesti de Starmania. Ah, moi je te verrais bien pourtant chanter. Aujourd'hui, oui. Ah, mais à 18 ans, avec mes bouclettes et comprenant rien de ce que ça raconte, c'était quand même un petit peu compliqué. Et en plus, accessoirement, surtout plus jeune, moi j'avais une facilité mais extrême dans mes aigus, dans une voix de tête claire, très légère, etc. Donc moi j'étais très contente de montrer que je pouvais faire de la voix de poitrine, etc. Mais c'était pas ce qui allait mettre en valeur à ce moment-là. Mais je n'avais aucune idée de tout ça à l'époque. Juste ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit... en plus, le pire, c'est qu'ils n'ont pas été méchants avec le recul. Ouais. Ils m'ont dit un truc du genre... je crois que Marianne James, ça s'est un peu emporté en me disant « Non, mais c'est pas possible de faire ça. » À ce moment-là, j'ai vraiment pris ça pour moi. Et en fait, Manoukian, il a une formule. Ils essayaient de trouver des bons mots au cas où garder un truc à montrer à la télé. Il a dit un truc du genre t'es comme une petite pomme, mais une petite pomme verte. Enfin, il voulait juste dire que je manquais de maturité et qu'en effet, je comprenais pas ce que j'avais à proposer, quoi, que j'étais mal. Mais en fait, moi, j'ai juste eu l'impression qu'on se moquait de moi, qu'on me ridiculisait, qu'on était en train de me dire ma petite, t'as pas du tout ce qu'il faut pour être la nouvelle star, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être violent quand les premières choses concrètes, et en plus c'est pas rien quand même un casting comme ça, se soldent par des réflexions qui certes peuvent avoir une utilité, et encore ça tout dépend aussi de comment c'est formulé, etc. Mais en tout cas je pense que c'est violent de recevoir ça aussi jeune et en débarquant entre guillemets sans avoir justement l'expérience, etc. Ah ouais, non, moi j'ai été dévastée, j'avais le recul de rien du tout, j'étais entourée de personnes pour me conseiller, etc. J'étais juste venue là en me disant je vais trouver des professionnels qui vont me dire si je peux croire en mon rêve ou pas, et ils m'ont juste dit abandonne ton rêve. C'est fou. En tout cas, j'ai pris ça comme ça. Ça a été horrible d'ailleurs, je redoutais la diffusion, j'avais peur qu'on me tourne en ridicule, parce que c'était l'époque où la télé était très violente, où il y avait vraiment, tu sais, les ratés là. Oui, à la Nouvelle Star, c'était particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus. Non, ça existe comme ça, mais c'est différent. Puis surtout là avec maintenant les réseaux sociaux, ça pourrait tellement aller, faire des débordements qu'il vaut mieux pas. Mais ouais, c'est et puis surtout, ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Je me suis dit mais ça se trouve je me rends pas compte, mais je suis ridicule, j'ose monter sur scène alors que je fais quelque chose d'atroce et tout. Enfin vraiment ça a été affreux, mais vraiment je me rappelle avoir vécu ça comme un deuil. Et ce jour-là, je me suis dit, oublie, tu ne feras pas carrière dans l'artistique. Tu n'es pas Céline Dion, René ne t'a pas trouvé. et vraiment, ça a été très dur. Mais c'est ce jour-là où je me suis dit, bon, concentre-toi sur tes études, trouve autre chose, parce que la scène, oublie. Ça restera peut-être de l'ordre de la passion. Voilà, de quelque chose que je ferai à côté. Et du coup, à ce moment-là, je me suis en effet complètement focus sur, essayer de trouver un métier qui me plaît, dans lequel je vais m'épanouir, mais en dehors de ce que j'aime faire. Ce qui est un peu mission impossible, mais à ce moment-là, j'essayais de trouver une solution. Et j'ai quand même réussi, parce qu'en effet, à côté de ça, j'ai des compétences assez évidentes, je pense, en
sociabilisation, communication, en rassembler les gens. En tout si vous connaissez Anne-Laure, vous savez que c'est vrai. On ne peut pas passer à côté de ces compétences-là, effectivement. Et en fait, je me suis orientée, en effet, tout simplement vers les services de communication, de manière générale. J'ai fait une licence en information et communication à la Sorbonne. J'ai fait un premier stage chez M6, parce que je restais quand même un petit peu appâtée par les lumières, je pense, mine de rien. Ouais. Au service des attachés de presse, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Par contre, sur la fin de l'été, j'ai épaulé la responsable du service événementiel qui organisait la conférence de rentrée de la chaîne. Et ça m'a régalée. Et je me suis dit, waouh, ok, l'événementiel, je pense que c'est mon truc. Et à partir de ça, j'ai continué ma formation, j'ai fait une école de commerce, l'ISC Paris, j'ai eu mon Master 2, j'ai fait beaucoup de stages divers et variés, mais principalement dans des agences de communication événementielle, où je me suis dit, non mais c'est super, let's go, c'est comme faire du spectacle, de l'artistique, sauf que t'es un peu en coulisses et que tu fais ça pour des entreprises et t'es bien payé, et tu peux dire à tes parents, vous inquiétez pas, je suis cadre, je travaille pour une entreprise. Donc pour moi, ça cochait toutes les cases à ce moment-là. Et pendant, donc j'ai fait 6 ans d'études, parce que j'ai fait... À la base, je suis allée à la fac en me disant je fais 2 ans, puis après je fais une école en 3 ans. Sauf qu'au moment où je suis passée à la fac, le DUG ne valait plus rien. Il fallait pousser jusqu'à la licence. Donc j'ai fait une licence et j'ai repassé les concours école de commerce, mais j'ai recommencé du début plutôt que d'essayer de me faire intégrer directement en Master 1. J'ai refait l'équivalent d'une licence. Je pense aussi que la fac m'avait un petit peu perdue parce que c'est assez déshumanisant, etc. J'ai pas du tout aimé la fac. Alors, pour le coup, c'est rigolo parce que moi, j'avais fait de la communication aussi avant de faire de l'artistique. Tiens donc. Et pour le coup, moi, j'étais en BTS. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose de très, très concret et très lié avec ce qui se passait dans la vie pro. Et j'ai fait une licence, donc juste la 3e année en infocom. Et effectivement, je pense que le grand écart était trop important. Et j'ai pas du tout accroché. Donc du coup, ça me parle que toi non plus. C'est ça, c'est que j'étais là, ok, j'apprends des trucs, mais je suis pas là pour faire de la recherche, je m'en fous. La sémiologie, la je sais pas quoi, la linguistique. En fait, c'est ça. Je trouvais ça très abstrait et complètement déconnecté de la réalité. En tout cas, pas suffisamment... avec des choses vraiment concrètes où tu vas pouvoir un peu mettre tout de suite à profit des compétences, en fait. Ouais. Du coup, c'est pour ça, je pense que ça m'avait fait à nouveau perdre confiance en moi. Il y a un petit sujet sur la confiance, je pense. Donc, je suis repartie du début pour l'école de commerce. Mais grand bien m'en a pris. C'était un peu des époques d'excès. Mais je me suis beaucoup amusée en école de commerce. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai fini par faire même... 5 mois d'Erasmus en Autriche, à Vienne. Puis à l'issue de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi. Et donc, moi, pendant presque 10 ans, moi, je me suis concentrée à travailler dans l'événementiel. J'ai bossé 6 ans. Grosso modo. Ça a été des années de découverte, de plein de trucs. J'ai adoré, j'ai voyagé beaucoup. C'était très enrichissant. C'était très, très énergisant, mais c'était aussi au final très épuisant. J'ai vraiment donné toute ma vie à mon métier à ce moment-là. Je voulais réussir. En gros, donc, tu as fini tes études, tu as commencé à 18 ans, c'est ça, la fac, du coup ? En gros, oui. Donc, du coup, 18, 19, 20, 21, grosso modo, j'ai fait la licence. 20, 21 jusqu'à mai 23, 24, j'ai fini mon école de commerce. Et oui, 24, 25, je pense que j'ai commencé à travailler. D'accord. Oui, donc c'est ça, 5, 6 ans. J'étais dans la vie active, cadre en entreprise. J'ai fait différentes entreprises, mais 6 ans. Sur la deuxième partie de ta vingtaine, tu étais en activité. Jusqu'à grosso modo, mes 30 ans. Ok. Et ça se passait bien quand même. Ça se passait très, très bien. Si ce n'est que j'ai pas tout à fait compris. Les choses sont arrivées petit à petit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un cumul de choses. En fait, plus j'accordais du temps à mon métier, moins j'en laissais à ma passion, à ma vie par ailleurs. Donc j'ai petit à petit délaissé, parce que pourtant je continuais à être dans des
des groupes de reprises, des trucs de théâtre, machin, ou de danse. L'artistique toujours existait. Là, en passion, voilà, ouais, à côté du travail finalement. Oui, mais plus le temps passait, plus en fait j'avais plus le temps de rien. Je pense que je me suis aussi beaucoup perdue dans ce métier, en voulant peut-être prouver des choses, je sais pas. J'ai été aussi dans un j'ai subi, c'est un gros mot, un management avec beaucoup de pression, qui nous poussait, mais pas de façon très saine. Ouais. Et en fait, sur mes dernières années d'activité, j'étais dans une surcharge de travail, mais monumentale. On me faisait miroiter des évolutions, mais qui étaient toujours soumises à des délais fous. Enfin, en fait, ils jouaient la montre. Ouais. Et c'était toujours à moi de prouver que je pouvais faire plus. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out, je pense. Il y a eu un cumul général à la veille de mes 30 ans, en fait, où... je me suis réveillée un matin et je me suis dit, attends, j'étais la petite fille sage, j'ai bien fait tout comme on m'a dit, j'ai trouvé un métier, je suis cadre. À l'époque, j'avais un petit copain qui avait des projets sérieux, mais dont fondamentalement, en fait, j'étais pas amoureuse. En fait, je n'étais ni amoureuse de mon mec, ni amoureuse de mon métier, ni amoureuse de ma vie, alors que j'avais tout bien fait comme on m'avait dit qu'il fallait faire pour être heureuse. C'est le mal du siècle. Hein. Et là, ça m'a pété la figure. J'ai fait, mais... je suis en train de vivre la vie que quelqu'un d'autre a décidée pour moi, mais pas la vie que j'ai décidée pour moi-même. Et je suis en train de la foirer totale. Là, je vais pas bien. J'ai eu un arrêt de quelques jours, alors que je pense que j'aurais besoin d'un arrêt beaucoup plus long, parce que j'ai eu en plus un syndrome d'épuisement. C'est-à-dire qu'un matin, j'ai ouvert les yeux, dans mon lit, mon corps ne bougeait plus. Épuisé total. Ouais, donc le burn-out. Le burn-out. C'est clairement total. Pour en avoir beaucoup, pour m'être beaucoup renseignée sur le sujet à une période où justement, je pense que j'en étais pas forcément très loin non plus. C'est clairement ça qui est décrit. Hein. Et c'est fou d'ailleurs de se dire à quel point le corps peut à un moment donné juste se mettre hors service quand on a trop abusé finalement. Et oui, je pense que c'est une époque où j'avais beaucoup de choses de toute façon, on a toujours des choses à apprendre. Mais là, en l'occurrence, il y a des choses fondamentales que je n'avais pas compris de la vie. Et en fait, ça a été un moment où j'ai été obligée de trouver autour de moi de l'aide. Donc moi, j'ai fait 1 an de thérapie, psychothérapie. Ça m'a aidée, mais je ne trouvais pas de clé pour enclencher un changement de vie. Je ne savais pas où aller, j'étais perdue. Donc j'ai cumulé ça à un espèce de coaching... j'ai trouvé un coach de vie un peu spirituel, un peu gourou. Je ne recommande pas à tout le monde, mais moi, en l'occurrence, à cette époque, ça a été fondamental. Ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, mais de partout. C'est-à-dire que je pense que de par mon éducation aussi, très catholique, j'avais des idées très arrêtées et qui aussi ne me correspondaient plus, parce qu'entre-temps, moi, j'ai perdu la foi, ça fait plus partie de mes convictions. Donc j'étais en perte de foi. C'est-à-dire que je n'avais plus foi en moi, je n'avais plus foi en rien. Oui, et puis c'était vraiment, c'est comme si vraiment c'était la fin, pas que d'un cycle, mais d'une vie finalement. Ouais, d'une vie, d'une construction. Et que là, tu repars presque à zéro, quoi. Ouais. Une renaissance un peu. Du coup, à ce moment-là, avant de renaître, j'étais un peu morte. D'abord, il y a la fin du cycle qui peut être un peu effectivement un peu dure, un peu violente. Mais au final, tellement salvateur. Cette personne-là, ce coach, déjà, il m'a fait comprendre des choses fondamentales. Il y a des choses que j'ai retenues qui sont... je vais voir ce qui me reste. À l'époque, je savais le ressortir comme ça, mais... déjà, il y a 2 entités que je comprenais pas. J'opposais toujours, souvent dans nos sociétés, on oppose l'amour et la haine, alors qu'en fait, il m'a appris que c'est pas l'amour et la haine, c'est l'amour et la peur. Oui. Donc, il m'a fait prendre conscience à quel point la peur qu'en fait, soit c'est l'amour qui dirige ta vie, tes actions, soit c'est la peur. Et que de la peur découle, en effet, la colère, la frustration, la haine, tout ce qui peut être négatif, tout ce qui te tire vers le bas. Et qu'en fait, on ne fait bien les choses que quand on aime.
Et que... c'est un point de départ qui est dans le bon sens, ou alors c'est le fameux aussi principe du cercle vicieux ou du cercle vertueux. C'est un peu ça aussi. Et du coup, c'est là où j'ai compris qu'en fait, il fallait que ce soit primordial que j'aime ce que je fais, que j'aime les gens qui m'entourent, sinon ça n'allait pas être possible. Et en fait, avec beaucoup d'outils, il m'a redonné le volant de ma vie. J'avais le sentiment d'être une espèce de petit bateau perdu dans la nuit noire, et que c'était les vagues et le vent qui se fracassaient contre moi et que je pouvais rien y faire. Et en fait, il a été comme un phare. Et aussi, j'ai compris que c'était primordial de savoir... en fait, il n'y a aucun bon vent pour toi si tu ne sais pas vers où tu veux aller. Des choses qui semblent évidentes, mais je ne savais pas. Parce qu'on m'avait appris à vivre avec c'est Dieu qui décide. Il y avait quelque chose d'assez passif en moi. Et qu'il fallait que la providence se mette sur mon chemin en fait, ça m'avait, moi en tout cas, déresponsabilisé de ma vie. Donc il m'a redonné les clés de ma vie, et j'étais toujours dans ce questionnement de ok, là mon job ça va pas du tout, je suis en train de dépérir, mais qu'est-ce que je fais? Et il m'a apporté cette réponse phénoménale. Il m'a dit mais qu'est-ce que naturellement tu faisais enfant, qu'est-ce que tu aimais faire? Et je me rappelle lui avoir répondu du tac au tac, moi j'ai toujours aimé chanter, mais c'est pas un métier. Et en fait... C'est là on voit le poids des croyances. Mais oui, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. Hein. Exactement. Et ça a mis encore quelques mois avant que cette phrase résonnait en moi, et je savais qu'il y avait un truc faux, mais je comprenais pas quoi. Et ça a été aussi un moment où j'ai renoué avec des personnes qui s'étaient un peu éloignées de ma vie, et notamment des personnes qui avaient fait de leur vie, qui avaient fait de l'artistique leur vie, et que j'avais sorti de ma vie, et j'avais pas réalisé qu'en fait, ces personnes menaient déjà la vie que peut-être j'aurais envie de vivre, juste à leur manière. Et que c'était pas forcément des Annick. Et que c'était pas des Annick. Qu'ils avaient un toit, du chauffage, à manger. On fait des bisous. Non mais vraiment. Annick. Mais je me rappelle avoir dit ce truc que n'importe quel artiste trouve insupportable, mais avoir été cette personne disant mais tu fais que ça, je veux dire c'est quoi ton vrai métier? Genre mais non mais c'est ça mon vrai métier, c'est possible. Oui. Et puis en fait c'est... Moi, à la limite, je peux même pas en vouloir aux gens de demander ça, parce qu'en fait, c'est tellement pas encore... on communique pas encore suffisamment là-dessus. Et c'est d'ailleurs un petit peu le but de ce podcast, finalement, aussi, parce que je me rends compte à quel point... si je parle même des gens de mon entourage proche, mais quand on leur explique en fait en quoi ça consiste, ce qu'on fait, comment fonctionne l'intermittence, comment s'organisent nos journées, notre emploi du temps, mais ça les intéresse parce qu'en fait on n'en parle pas dans les médias, c'est pas des choses qui sont valorisées. Et je pense que c'est un peu aussi notre responsabilité de se dire, en tout cas nous acteurs du grand monde de l'artistique et du spectacle vivant, c'est ça notre réalité. Et voilà, et c'est très loin parfois des clichés qui peuvent encore exister aujourd'hui, quoi. Mais oui, mais moi je trouve ça terrifiant. D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment ces fausses croyances font peser sur nous, les artistes, mince, je trouve pas mon mot. Quand il s'agit de logement, etc., je veux dire, on est victime de ça. Complètement. C'est pas possible. Pour des emprunts à la banque. Mais oui, parce qu'encore une fois, il y a une croyance de intermittence égale précarité. Égale précarité. Et c'est pas toujours le cas. C'est loin d'être le cas. Un régime particulier, un statut particulier, mais je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations bien plus précaires en étant parfois en CDI ou en CDD ou autre. J'ai surtout envie de dire que nous, on parle que de l'aspect précaire. Mais au contraire, je dis, on a la chance en France d'avoir quelque chose en fait qui est de l'ordre d'une assurance. Ça, c'est clair que c'est une chance énorme parce que je crois que ça n'existe dans aucun autre pays. Mais oui. En tout cas, comme ça, avec ce modèle-là, c'est... Ouais. Ouais. En tout cas, il a fallu... C'est important de le rappeler. Effectivement, oui, du coup, là, il y avait ce truc où tu renoues avec des gens qui font ce métier-là, Et je découvre que c'est possible. Alors déjà, je découvre que c'est possible en soi. Après, il fallait que j'arrive à me dire que c'était possible pour moi. Parce que, moi, du coup, j'avais un peu sorti l'artistique de ma vie. Et puis surtout, j'avais aucune idée de mon niveau. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, il n'y avait pas ce truc de... Purée, finalement, il y a eu cet épisode avec la nouvelle star où tu te prends des choses
ça en vient à un tel point que tu dis mais en fait moi j'ai rien à faire dans ce milieu-là. Ah oui, pour moi, voilà. Je me rappelle d'ailleurs, je repense à une amie très précisément là, Claire si tu nous écoutes, qui m'a tellement donné confiance et qui m'a dit mais va, essaye. Mais j'étais là, je me rappelle lui dire mais j'ai pas du tout le niveau. Enfin, c'est même pas que je me demandais si j'avais le niveau. Pour moi, je ne l'avais pas. On m'avait dit que j'avais pas le niveau. Ce qui, au final, maintenant, je le sais, était faux. Oui, et c'est ça, en fait, finalement, tout le travail, quelque part, c'était de se dire, je vais partir d'autre chose que de ce que j'ai pu vivre par le passé en réécrivant l'histoire, quoi, quelque part. Après, j'avoue que je pense que je me suis auto-feinté le cerveau parce que à la base, donc j'ai finalement quitté mon emploi avec l'idée de créer mon entreprise. Donc à la base, quand j'ai tout balancé, c'était quand même un saut dans le vide. Je me suis pas dit yalla, je vais devenir intermittente. C'était encore très flippant pour moi et beaucoup trop flou. Je me suis juste dit, l'idée de devenir entrepreneuse et de générer mon activité, etc., c'est quelque chose qui était plus rassurant pour moi et qui cochait encore les cases familiales attendues. Donc voilà, ça a été ça a été une étape. Donc à la base, je me suis dit, ok, j'ai envie d'artistique, mais je vais être indépendante. Qu'est-ce que je fais ? Et donc j'ai développé une activité musicale avec un concept interactif. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très cool et surtout que je pouvais revendre dans mon ancien métier, dans un cadre événementiel. Donc je me suis vraiment lancée vers ça. Et c'est en même temps que je faisais ça que cette amie m'a dit, mais essaye. Et vraiment, littéralement, j'ai commencé à me renseigner sur les auditions et tout. Et vraiment, mes premières auditions, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée, quoi. Je suis vraiment allée, mais je me suis fabriqué un CV, mais de peau de chagrin, de pauvres trucs que j'avais fait. J'avais enregistré chez un copain une chanson, puis j'ai fait 2-3 photos. À l'époque, j'avais un petit copain qui avait des superbes compétences de photographe, donc merci à lui. Mais vraiment, j'ai fait ça avec des bouts de ficelle, et puis j'y suis allée, mais sans aucune attente. Vraiment me disant, bon, retente le coup, tu verras bien ce qu'on te dira. Ouais, mais c'est quand même vachement chouette déjà d'avoir monté une structure qui était en lien avec l'artistique, mais où tu avais quand même des entrées un petit peu avec ton ancien travail. D'avoir mis en place, comme tu dis, au début, tu arrives, ton CV, tu sais pas à quoi ça doit ressembler, les photos, tout ça. T'as quand même mis ce qu'il fallait pour que ça puisse démarrer, quoi. Oui, c'est vrai que... Ça, après, c'est ta force. Moi, je te connais aussi. Ouais, en fait, pour moi, c'est évident, alors qu'en fait, plus ça va, plus je me rends compte que non, c'est pas du tout évident. Pas pour tout le monde. Non. Pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai une capacité à me mettre en action, surtout sur des... Alors moi, je suis bélier, donc je suis très bonne quand il faut commencer un truc. C'est pour ça. J'y vais à fond comme ça, genre... Allez, on y va. Le feu, la passion, tout ce qu'on On aime. essaye, en fait, ouais. Et du coup, je me suis lancée un peu comme ça, mais aussi parce que je pense que si je me rappelle très bien m'être répété, j'ai cette phrase, moi, qui m'a toujours parlé, c'est « je crois que je préfère avoir des remords que des regrets ». Tellement juste aussi. Dans plein de choses, partout. C'est-à-dire, je préfère avoir essayé un truc et que ça foire, plutôt que d'être restée sur mon canapé toute ma vie en me disant « oh, et si j'avais essayé ?» Au moins, je préfère avoir des réponses. Donc ça me poussait en me disant « écoute, Anne-Laure, tu vas pas être sur ton lit de mort en te disant « oh, j'ai même pas essayé d'auditionner une fois pour un truc. J'avais envie de m'y frotter et surtout galvanisée par ce nouvel élan. » Et puis cette amie qui me disait « mais si, je te jure, tu peux le faire. » Et du coup, j'ai passé, 3-4 auditions. Et j'ai été prise à 3 sur 4. Incroyable. Le truc qui n'arrive. Et à l'époque, je me rappelle, mais dit mais c'est trop bien en fait d'être artiste, tu vas à une audition, t'es pris. J'avais pas encore compris ma souffrance. Mais par contre, là, vraiment, l'univers, je me suis vraiment sentie soutenue. Aussi, je pense, par cet élan spirituel que ce coach m'avait amené, cette nouvelle confiance en la vie, confiance en moi, essaye. Et quand c'est ton chemin, t'as des pavés d'or qui se créent sous tes pas. Ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Ça a été plein de messages à ce moment-là, plein de signes. J'ai passé l'audition de Gospel pour sans voix,
où c'est vrai qu'il y a eu un alignement des planètes. À ce moment-là, il recherchait des gens très très vite parce qu'en plus, il lançait sa chorale dans l'émission Britain's Got Talent. Mais vraiment littéralement, je pense que 2 semaines après, j'étais à Londres devant Simon Powell, je sais pas quoi. Oui. J'ai peur d'égratigner les noms. En tout cas, tous ces juges anglais qu'on voit passer partout là de Britain's Got Talent avec cette chorale de gospel. Et la chanson qu'on a interprétée, ça s'appelait This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine. Et c'était tellement ce que mon âme criait. Genre, mais J'adore crois cette chanson. Et en plus, effectivement, le timing et par rapport aux paroles. J'ai une lumière en moi, laissez-moi la montrer. Et en fait, on est monté sur cette scène, on est arrivé, mais comme des outsiders, c'était n'importe quoi. Bon, je pourrais en parler plus longuement de Gospel pour Sans Voix pour plein de choses. En tout cas, à ce moment-là, ça a été une bénédiction. Et voilà, l'orga est particulière. Mais on a chanté notre truc. Le toit du théâtre s'est soulevé. Les gens se sont mis à sauter partout. Il y a eu une avalanche, mais de bonheur. Et on a eu le golden buzzer. Et j'ai jamais vécu une émotion pareille. Je veux dire, la semaine d'avant, j'étais assise derrière mon bureau en train de pleurer sur mon sort. La semaine d'après, j'étais sur scène en train de vivre un rêve. Non, mais c'est dingue. C'était incroyable. Et d'ailleurs, je vais finir sur Gospel pour Sans Voix parce que vraiment, même si je pense que ce projet, c'est une bénédiction d'y rentrer, c'est une bénédiction d'en partir. Mais à ce moment-là, malgré tout, ça a été quelqu'un qui a vu en moi quelque chose, qui m'a donné une place dans un projet professionnel. L'année d'après, il m'a donné une place dans la version réduite de cette chorale, donc qui m'a apporté d'autres dates, qui s'appelle American Gospel Junior, avec un solo. Et l'année encore d'après, il m'a donné la possibilité d'être soliste sur ce chœur de 100 personnes, de chanter dans des zéniths, au Dôme de Paris, enfin, de vivre un rêve, quoi. Et surtout, de me donner des ailes. Donc, malheureusement, les choses ne se passent pas tout rose dans la prod, enfin, dans cette prod. Donc, c'était aussi une énorme étape de dire, je crois que je mérite mieux que ça et de partir. Mais en tout cas, ça a été crucial sur cette étape de bébé artiste que j'étais, de me donner ces opportunités. Puis là, ça a pu faire mentir justement toutes les croyances. Je sais pas si tu t'es revisualisée du coup à 18 ans en train de passer le casting est-ce qu'il y a eu un peu, parce qu'en plus c'est quand même une sacrée belle revanche parce que du coup c'est dans une émission où là c'est en fait oui, bien sûr ça m'a traversée. Après j'étais pas seule. Il y avait la force du collectif, etc. Bien donc sûr. C'était une façon différente de le vivre. Je comprends. Mais ça n'enlève rien au fait que quand même t'étais là parce que t'avais ta place. Mais d'en faire partie, c'était énorme. Ouais. Oui. Donc du coup, voilà, il y a eu ce projet qui est merveilleux parce que j'ai rencontré en effet des centaines d'artistes. Donc ça a été l'occasion de me faire tellement de contacts, de rencontrer des belles âmes, d'avoir autant d'exemples de gens qui ont décidé ou pas de vivre de l'artistique, parce qu'il y a des gens qui, dans ce cœur, qui sont intermittents, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, mais du coup, ça m'a donné 1000 facettes de comme quoi c'est possible. Et par ailleurs, dans un autre univers, mais qui me plaît tout autant, j'ai été prise sur la tournée des Misérables en concert. Et pareil, c'était un projet où on était 25 chanteurs accompagnés d'un orchestre symphonique. Donc à nouveau, la rencontre de centaines de personnes, donc plutôt issues du milieu soit lyrique, soit comédie musicale. Donc voilà, qui m'offre aussi une autre vision de ce que c'est que d'être artiste, d'en faire son métier. Et puis ces projets m'ont porté pendant 3 ans. On a fait une tournée en France, en Chine, en Corée. Enfin, c'est démentiel ce que j'ai vécu en 3 ans de transformation. Quand j'ai ouvert cette porte de je crois que j'ai envie de croire en mon rêve, je crois que j'ai envie d'essayer. À quel point, à ce moment-là, la vie m'a rendue au centuple. Et ça a été une confirmation totale mais bien sûr, c'est là ta vie en fait. C'est tellement... Enfin, moi vraiment, j'ai envie de mettre un point d'orgue en fait, parce que je trouve que c'est tellement important ce message, parce que même maintenant, voilà, on est à un stade où on a pu faire un peu des choses, etc. On a une expérience plus ou moins grande, plus ou moins longue, mais il y a toujours des moments qui sont compliqués. Et je pense que de se rappeler qu'en fait, les choses n'arrivent pas pour rien et qu'il y a une forme un peu de... Je ne sais pas si le terme est le bon, mais de vocation. Et juste pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui ont des moments de doute,
de se dire qu'en fait, tous les jours, on a des exemples de personnes qui, dans leurs témoignages, quand ils parlent de leur vie, de ce qui s'est passé, mais en fait, voilà, les choses arrivent et le meilleur arrive. Et si tant est qu'on puisse avoir encore foi, avoir encore ce petit pas en plus, cette petite action du jour qui va faire que, en fait, on va passer de c'est pas possible à c'est possible et ça arrive. Mais tellement. Et en fait, je retraverse depuis aussi en effet, des périodes d'abattement, des périodes de réponse, en fait. Et en fait, bon, il y a aussi que dans la vie artistique, on rencontre des gens, en effet, plus sensibles, peut-être plus ouverts au spirituel, plus en phase avec leur corps, avec les messages du corps, ce que je n'étais donc pas du tout à 20 ans. Mais ce que je plus à l'écoute d'eux-mêmes, parce que, en fait, je pense que dans ce métier, de toute façon, t'as pas le choix. Oui, donné, et en fait, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me rappelle m'être dit, au moment où j'ai basculé dans vraiment cette autre dimension, quoi. Je me dis, mais c'est fou, j'ai eu l'impression à un moment donné de rencontrer que des anges sur mon chemin, des gens qui étaient, comment dire, on a échangé de niveau, quoi. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, et c'est pas du tout je veux surtout pas laisser entendre que mes anciens collègues ou les gens avec qui j'ai travaillé par ailleurs dans l'événementiel sont d'un niveau en dessous. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste que c'est des mondes différents. C'est que moi, en termes d'expérimentation de mon vivant, il y a eu quelque chose d'extrêmement nourrissant aussi. Et puis qui te correspondent, parce que c'est vrai que des fois, dans certaines sphères, c'est pas que les gens sont méchants ou sont voilà, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, et c'est pas grave. C'est même normal, on peut pas matcher à toutes les personnes, à tous les milieux, à tous les univers, c'est pas possible. Donc là, au moins, il y a eu ce truc où, purée, j'ai trouvé quelque chose où je sens que ça me nourrit. Et être à sa place, ouais. Voilà, tu t'es sentie à ta place. Moi, je me rappelle dans le bus de gospel, ça chantait tout le long d'ailleurs, quand t'étais crevée, c'était épuisant. Ouais, et moi, j'y prenais part avec allégresse, et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis au bon endroit, parce que moi, dans l'open space, mais je chantais tout le temps. Donc, il y avait des collègues qui étaient contents, il y en avait qui étaient là, bon, tu peux la mettre en sourdine, là, Patricia Cass, c'était bon, quoi. Mais sauf que moi, j'avais pris ça pour, moi j'aime bien chanter, donc je chantonne un peu tout le temps et tout, mais en fait, j'étais juste pas au bon endroit. C'est fou de se faire des parallèles comme ça. C'est trop marrant. Et oui, et pour revenir sur ce truc il y a un peu quand même ce côté de choses qu'on comprend et d'étapes qu'on traverse. Quand j'ai quitté du coup Gospel pour S'envoi au bout de 3 ans, parce que en fait, en termes de gestion d'humain, de plein de choses, j'étais pas du tout en phase. Ça a été aussi, en fait, d'une certaine façon, l'univers m'a aussi remercié de m'être choisie à ce moment-là. En fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, je suis soliste, je fais la tournée des Zéniths, c'est extraordinaire, j'aime artistiquement ce que je fais. On vit des moments de communion avec le public, c'est incroyable. Mais en fait, dans la façon qu'a le producteur de gérer la troupe, de diviser les gens, de ne pas être en phase avec ses paroles, etc., je me sens pas ok, je me sens pas respectée, je prends la décision de partir. Mais à ce moment-là, j'ai sauté dans le vide, j'avais rien d'autre, fondamentalement. J'avais pas d'autres projets. Sauf que moi, c'est vrai que je savais que c'était la comédie musicale qui me branchait, quoi, et j'avais des rêves. Et c'est d'ailleurs 2 ou 3 mois après que j'ai eu mon premier contrat à Disney. Et moi, Disney, c'était un rêve, c'était vraiment quelque chose que je voulais vivre. Et ça m'a donné une place ailleurs. Ça m'a fait rencontrer à nouveau 2 nouvelles personnes du milieu que j'admirais jusque-là, mais que je côtoyais pas. Et ça m'a fait passer dans une autre sphère aussi. Et puis voir aussi une autre façon, justement, tu parlais de l'aspect, parce qu'il y a l'aspect sur scène et il y a l'aspect derrière, de comment c'est géré, etc. Là, forcément, c'était d'autres conditions, c'était complètement une nouvelle façon de faire, et ça, je pense que c'était aussi quelque chose où la vie t'a dit, il peut y avoir d'autres façons d'évoluer, et que ce soit peut-être plus aligné, peut-être plus en phase, peut-être dans des conditions qui sont meilleures ou qui sont plus adaptées à toi. Enfin voilà. Mais oui, c'est comme si ça vient par étapes. Il y avait déjà tu peux le faire, t'as le droit de le faire, tu mérites de le faire, d'être sur scène, qu'on t'écoute. Et après, il y a l'étape de, en fait, non seulement tu peux le faire, mais tu peux le faire dans des bonnes conditions. Et puis, petit à petit, c'est ça. Tu dans un univers qui te fait rêver aussi. Dans un univers qui te fait rêver. Ouais. Et là, j'ai envie de dire, j'ai la sensation d'entrer dans une autre étape. Parce que j'ai adoré travailler à Disney. J'ai fait plusieurs contrats et ça a été merveilleux. Mais à un moment donné, je suis arrivée aussi sur un espèce de
Que tu avais vu ce que tu avais à y voir et fait ce que tu avais à y faire et que tu avais envie de faire autre chose? Oui, peut-être. alors je retournerai sûrement à Disney pour d'autres choses plus tard. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, en tout cas, d'une manière générale, je vais pas mettre ça sur Disney parce que ça peut être pareil dans d'autres cadres, d'autres productions. Je pense qu'il y a quelque chose en moi de l'ordre de l'entrepreneuse qui revient, qui a besoin aussi maintenant peut-être de choisir ses projets. Ouais, c'est prendre les rênes. Oui, c'est plus de se laisser on veut bien de moi. Ok, bon pour tel rôle, ok, j'ai été choisie. Mais peut-être petit à petit, je sais pas, je suis un peu sur ce chemin, je me questionne en fait peut-être aussi je peux choisir les rôles que je vais faire et choisir les conditions dans lesquelles je vais travailler. Donc c'est ce que j'aborde là. Mais c'est trop bien et je pense qu'effectivement c'est une question et une étape qui sont importantes. Je sais pas s'il y a... Est-ce que c'est à un moment dans notre vie où on arrive à ça, ou est-ce que dès le début, il y en a peut-être qui se disent « Ok, moi, je veux faire vraiment des choses qui me tiennent à cœur, etc. » Mais je pense qu'à un moment donné, c'est fondamental. Une fois qu'on a commencé un peu à se familiariser, parce que forcément, il faut bien démarrer quelque part aussi. Oui. Voilà, quand on commence, on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais une fois qu'on a un petit peu vu différentes choses, qu'on a testé plusieurs trucs, de se dire finalement, mais en fait, qu'est-ce qui m'a le plus fait vibrer dans tout ça ? Et si moi, à un moment donné, j'ai aussi envie d'amener ma patte, si j'ai envie d'être plus partie prenante des choses, d'être plus créatif, comment je le fais, par quoi ça passe ? Et du coup, c'est chouette que tu abordes ça, parce que justement, il y avait quelque chose que je voulais te demander. Alors, je ne sais pas si ça va faire écho, mais il y a moyen que. J'ai cru savoir que tu avais été assistante à la mise en scène sur un projet. Oui. C'est bien ça ? Sur 2 même. Sur 2 projets, voilà. Et du coup, est-ce que là, dans la phase de questionnement que tu abordes, est-ce que c'est des questions aussi que tu te poses ? Tiens, faire plus de mise en scène, voilà, peut-être plus décider artistiquement de ce qui se passe sur scène, c'est quelque chose qui t'attire, ouais. Ouais, plus ça va, plus ça s'impose à moi. En fait, au début, j'identifiais pas exactement ce qui se passait parce que, quand même dès le début, en fait, quand j'ai commencé, en fait, j'avais un avis. J'avais un avis sur la façon de travailler, sur la mise en scène, sur la façon de me mettre en scène ou de mettre en scène les autres. Où j'avais naturellement envie de conseiller ci, ça, alors que je sortais nulle part. Hein. Mais il y avait un truc en moi, genre, qui a le sentiment de voir des choses. Et j'ai beaucoup contré ça dans mes premières années d'artiste en me disant, attends, là, t'as tes vieux réflexes de chef d'orchestre, de chef de projet événementiel. Chasser le naturel. Bah oui, parce qu'à l'époque, mon métier, c'était tu dois être au courant de tout et tout passe par toi pour que ça se passe bien. Et t'as toujours un plan A, un plan B, un plan C, mais t'es le chef d'orchestre du truc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ah merde, là, c'est pas ma place. Là, je suis un artiste-interprète. Remballe ton avis, c'est pas ce qu'on te demande, quoi. Mais déjà, j'ai remarqué que travaillant de plus en plus, découvrant plein de choses, prenant confiance, j'avais de plus en plus la certitude que ce que je pensais, c'était pas pour rien. Prendre confiance en mon avis, en mon ressenti. Au truc, ouais. Et du coup, ça devenait de plus en plus dur de pas dire ce que je pensais. De pas t'exprimer. De pas m'exprimer, ouais. Et du coup, c'est tout neuf, hein, mais c'est vrai que je commence à me dire, mais je crois que j'ai peut-être aussi quelque chose à faire dans la mise en scène et dans le coaching d'artistes. Alors moi, je me vois pas prof, mais en tout cas, direction d'acteur, etc., c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Pour le moment, c'est extrêmement balbutiant et surtout, je prends tellement de plaisir à être sur scène que je suis pas encore sur une priorité de passer de cet autre côté. Mais j'y pense et je pense que s'il y a des opportunités qui se présentent, je vais sincèrement les étudier. Et puis dans les projets que moi petit à petit je monte, je pense que je vais essayer de en effet mettre plus ma patte et puis peut-être petit à petit me positionner sur ça. Mais voilà, c'est en chemin. En tout cas, pour le moment, j'ai assisté. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion de me rendre compte que, en fait, quand tu assistes, tu donnes toujours pas ton avis. Pas forcément. Ça dépend de avec qui tu travailles. Oui, complètement. Mais il y a des gens, metteurs en scène, qui sont preneurs, qui sont vraiment dans une espèce de collaboration et qui vont beaucoup s'appuyer sur l'assistant pour des idées, pour des brainstorms, pour ceci, pour cela, etc. Même si bien sûr c'est eux qui décident à la fin. Là où d'autres n'attendent pas du tout ça, ont une idée très claire de ça et cherchent juste une forme de secrétariat ou de prise de notes, quelqu'un qui va driver l'équipe, voilà, mais ouais. Ou qui va faire répéter, mais uniquement dans un sens.
voilà, sur une marge de liberté très réduite. Dans tous les cas, c'est respectable. C'est juste que, moi, du coup, ça a été intéressant de aussi me rendre compte que, si ça se passe comme ça, moi, ça ne va pas m'apporter quelque chose. Mais voilà, pour le moment, sur ce sujet-là, je sens que ça va venir avec le temps. Je sais pas comment dire. Je suis pas... En fait, là, il y a des choses où, à l'intérieur de moi, c'est bouillonnant, je suis pressée. Peut-être de plus prendre une place que j'ai envie de prendre sur le devant de la scène, sur la défense de certains répertoires, de certains rôles, tout en essayant de garder une espèce de lâcher-prise avec... il y a aussi des choses qui n'arriveront pas et c'est OK. Mais du coup, c'est aussi un beau terrain de jeu de se dire, mais en fait, il y a plein de choses à explorer en dehors d'un aspect interprète de soi-même. Complètement. Et moi, je me suis toujours beaucoup nourrie du collectif. C'est primordial. C'était déjà le cas d'ailleurs dans mon premier métier, dans la communication. Moi, j'ai toujours aimé le travail d'équipe, même si en effet, j'aime bien avoir une position de leader, mais quand même, j'aime être en équipe. Et ça ne changera pas. Ça, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Donc, même si à un moment donné... pour une raison ou une autre, en fait, c'est même rassurant d'avoir réalisé ça. Que si à un moment donné, être sur le devant de la scène, c'est plus forcément un truc pour moi, ou c'est peut-être plus quelque chose que je suis en capacité. Parce que c'est beaucoup des sujets qui m'ont traversée. À un moment donné, est-ce que ton corps va pas te faire défaut, ta voix, ton désir, je sais pas. Qu'en fait, il y a aussi beaucoup de joie à être dans l'accompagnement et la transmission. Donc voilà, ça fait son chemin. C'est trop bien. C'est trop bien. Et finalement, oui, en fait, je pense que tu as le bon état d'esprit par rapport à ça, parce que tu disais, je pense que c'est avec le temps que ça va venir. Quand on regarde en arrière et quand on retrace un peu justement ton parcours, c'est finalement ce qui s'est à chaque fois passé. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment la vie te disait, tiens, tac, voilà, étape 1, étape 2, étape 3. Ouais. Et j'ai aucun doute sur le fait que... Voilà, il y a des choses qui vont se dessiner à un moment donné. Et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais moi aussi, j'ai hâte, même si vraiment, là, les périodes de mou avant la clé... Parce que là, peut-être que je le raconte, on croirait que tout était écrit, que c'était limpide. Quand t'es né dans ton caca et que t'es paumé, t'es vraiment paumé. Tu sais pas où ça t'emmène. Ah oui, et puis c'est dur. Oui. Déjà, quand tu pars d'un moment où... T'es dans un métier où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, même si tu le verbalises pas forcément, parce que déjà, le temps que ça monte un petit peu dans la conscience, etc. Enfin, voilà. Et surtout qu'après, tu vis une période où ton corps juste a dit stop. Il faut aussi laisser le temps de se reconstruire, de se remettre un petit peu d'aplomb pour après retrouver aussi une forme de confiance, pour ne serait-ce que de faire cette fameuse petite action dont on parlait tout à l'heure, qui va justement permettre que derrière, le chemin va pouvoir se tracer. Ça se fait pas en un jour. Forcément, il faut laisser le temps infuser, il faut être prêt, en fait. Ouais. Et puis aussi cette chose dont on a pu parler ensemble, qui a aussi. Enfin, moi, j'ai tendance à beaucoup me réfugier dans action-réaction, problème-solution. Enfin, alors qu'en fait, il y a aussi juste des choses qui se traversent. Et apprendre à être plus dans son corps. Enfin, j'en reviens toujours à ça. Souvent, c'est fou comme le corps sait. Ah oui, ça. Et en fait, se poser avec un ressenti de attends, là, je suis bien ou je suis pas bien. Souvent, même si on n'a pas envie de, même si la réponse que le corps nous apporte n'est pas celle qu'on a envie d'entendre, souvent c'est la bonne. Oui. Parce que typiquement, je pense que le corps se manifeste quand on ne l'écoute pas suffisamment, qu'on écoute à la place beaucoup le cerveau qui, lui, va parfois se perdre dans des tours et des détours. On va couper, je sais plus ce que c'est l'expression, les cheveux en quatre. Oui, c'est ça. Mais oui, des fois, il faut juste revenir à la simplicité. Et typiquement, je partageais un truc qui est pas forcément très glamour, mais moi, il y a quelques mois, bientôt 1 an, j'ai commencé à avoir des crises assez virulentes d'eczéma. Notamment, j'en avais sur les poignets, sur les mains, mais j'en ai eu aussi au niveau du cou, j'en ai eu sous les yeux, j'en ai eu sur les bras, sous l'aisselle même, enfin vraiment dans des endroits en plus désagréables. Voilà, et puis qui sont pas spécialement, tu te dis, c'est pas forcément lié à un produit ou à un bijou, j'en sais rien. Enfin, c'était à différents endroits. Et
là aujourd'hui maintenant j'ai compris en fait que c'est vraiment le corps qui exprime quand il y a des choses où c'est pas ok, etc. Et, et c'est fou parce que des fois il y a des, comment dire, des intuitions, hein, on les a, et en fait il a presque fallu passer par différentes expériences en se disant tiens, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. Et à la fin, pour se rendre compte qu'en fait, oui, c'était bien l'intuition. Mais en fait, sur le moment, ça paraît tellement... on fait pas le lien. Ouais. Parce que justement, des fois, on réfléchit, on se dit pourquoi ce serait ça alors que je vois pas de rapport. Et en l'occurrence, moi, je crois que ça a commencé quand j'ai, ne serait-ce que d'avoir pris une décision qui, en fait, était peut-être pas celle qui allait être la plus bénéfique. Et il n'y a pas de regret parce qu'on traverse des choses et il y a toujours du positif à en tirer. C'est un apprentissage, ouais. C'est un apprentissage, mais avec le recul et une fois qu'on est sorti de ça, on se dit ah bah oui, en fait là le corps savait que potentiellement il allait passer par des moments pas cool et que les choses qui allaient se passer allaient pas forcément être hyper alignées. Et là en l'occurrence, moi c'était surtout sur quelque chose de pro, mais ça peut aussi arriver dans le perso, ça peut arriver dans plein de choses. Et il faut juste écouter en fait, il faut pas. Mais totalement. Je pense qu'en fait il faut pas sous-estimer, parce que ça peut aller vite de dire non mais ça c'est une allergie, ça c'est... En fait, des fois, il y a des vrais messages qui ont besoin d'être entendus, donc voilà. Ah, mais oui, mais encore une chose que moi j'ai découvert avec ce fameux coach, parce que pour moi, j'avais pas fait le lien, quoi. Enfin, je viens pas. En plus, voilà, en effet, je viens pas d'une famille où. On est sur un truc plutôt cartésien, on croit en la médecine, point barre, quoi. Et je dis pas que je crois pas en la médecine, hein, je crois en la médecine, mais je crois qu'il y a une intelligence supérieure énergétique. Et je pense que tout est compatible dans tous les cas. Mais oui. Et le corps parle tellement, enfin moi, ça, à chaque fois, c'est fou. Mais c'est... Je pense surtout que, comme on le disait tout à l'heure, mais on a vraiment cette chance-là en tant qu'artiste de travailler au plus près de notre corps, puisque notre corps est notre outil de travail. Et du coup, on est un petit peu aussi dépendant de ça, c'est-à-dire que voilà, tu passes une semaine en ayant mal à la gorge, ça va pas en fait, il faut trouver une solution. Donc je pense qu'on se pose aussi beaucoup plus de questions par rapport à notre corps, parce qu'on a besoin que notre corps fonctionne. Oui, c'est ça, on a besoin d'être en forme. Opérationnel, c'est vrai. Et puis aussi pour notre bien-être et voilà quoi. Tout à l'heure, t'as dit un truc, je sais pas pourquoi, là j'ai besoin d'y revenir. Oui, je pense que j'ai voulu faire le lien. Parce que parfois, on est extrêmement déçus quand il y a des projets qui fonctionnent pas pour nous. Ouais, c'est que... là, voilà, tu disais, là, parfois, tu fais un truc, puis en fait, tu te dis, j'aurais pas dû y aller. Et parfois, en fait, t'as pas l'occasion d'expérimenter, juste, on t'a pas prise. Oui. Mais je crois que y a pas un seul projet, même si, mon Dieu, il y en a un paquet que j'aurais aimé faire, mais où j'ai pas été prise, où au final, par la suite, je me suis pas dit... Je crois que je comprends pourquoi. Je n'aurais pas eu ma place pour telle ou telle raison. C'était pas à moi de vivre ce moment. Et en fait, cette espèce de... Moi, j'appelle ça la fatalité optimiste. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Il y a vraiment pas de... Enfin, c'est compliqué d'intégrer ça, parce que ça peut être cruel parfois. Et puis parfois, on peut s'entêter avec un désir qui se réalise pas. Mais en fait, ça fait tellement du bien d'être dans la réalisation que parfois, c'est vraiment pour le mieux. Complètement. Et ça permet tellement de souffler, de lâcher prise. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais ton mieux pour telle ou telle audition, pour telle ou telle opportunité, etc., t'as rien d'autre à regretter, parce que c'est la rencontre de tellement d'énergie, un projet artistique, que c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de vivre ça ensemble à ce moment-là. Il y a des miroirs qui se rencontrent, qui se rencontrent pas. Et parfois, c'est pas ta place. Exactement. Et moi, le jour où j'ai fini par capter ça, waouh, ça m'a fait du bien, en fait. De pas s'entêter ou de pas chercher pourquoi ça marche pas, pourquoi nanana. En fait, c'est ça, c'est que... Parfois, c'est un cadeau. Oui, mais vraiment. Et c'est pas... je pense pas que ce soit, tu vois, de la fausse bienveillance ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut être intéressant parfois de remettre un petit peu, de se remettre en question, par exemple, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce qu'on se dit, tiens, il y a peut-être effectivement un apprentissage à faire. Parfois, on voit pas tout de suite ce qui a pas fonctionné, on comprend pas trop. Et effectivement, des fois, c'est juste que
le projet, c'était pas le bon pour nous. Ou Des fois, pas il y a les bonnes des choses personnes. même, pas les bonnes personnes, pas les bonnes tu le sais pas conditions. encore, mais il y a quelque chose dans ta vie qui va arriver. Ou quelque chose qui est mieux, qui te correspond plus. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc où tu as parlé de choses qu'on avait à vivre, etc. Donc déjà, il y a ce truc aussi du fameux puzzle où pour que le projet se fasse, c'est une combinaison où on connaît pas, mais au final, c'est cette combinaison-là et pas une autre. Et pour soi aussi, je pense qu'il y a des trucs vraiment qui doivent se vivre, et justement pour le coup je fais le lien avec quand justement il y a des choses qu'on vit et qui se passent pas forcément comme prévu. En fait, c'est un peu les deux mêmes faces c'est ça, c'est que c'est une leçon de la même pièce, quoi. C'est que c'est une leçon et qu'il y a rien entre guillemets à regretter dans un sens ou dans un autre, mais juste à essayer de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé au final pour nous, comment on a vécu ça. Et moi en l'occurrence, ça m'a énormément apporté sur le plan de la reprise du pouvoir finalement sur ce qu'on a envie de faire et sur comment je me positionne. Et on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais moi cette année en plus j'ai eu 30 ans, donc il y a eu toute une symbolique aussi où j'ai vraiment senti que il y avait un sacré shift qui se faisait. Et je sais que c'est grâce à ça. Et donc les moments où des fois tu galères un petit peu parce que les conditions peuvent être compliquées, ou il y a des choses où tu as l'impression que tu donnes beaucoup et que tu reçois pas suffisamment, ça peut arriver aussi. En fait, c'est pas pour rien. Et ça montre aussi où sont nos limites. Et ça, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est un truc important aussi. Mais tellement. Ça prépare pour la suite, en fait. Complètement. Ouais. Oui, non, c'est... Comment... Il y a une phrase comme ça qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Oui, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est un mantra. C'est si vrai. C'est un mantra exceptionnel, parce qu'une fois, quand tu arrives à appliquer ça dans ta vie et à. Je pense que tu vis les choses de manière beaucoup plus sereine, à mon avis. Oh oui. Écoute, Anne-Laure, mais vraiment, merci beaucoup pour cet échange. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je pense que ça se voit. Merci. Nos auditeurs ne verront pas nos têtes avec nos têtes réjouies, mais ils entendront au saut de notre voix. Et alors, on arrive à la fin de cet épisode, et je sais pas si tu sais, mais j'ai une mission pour toi maintenant. Oh non, j'étais pas au courant. Puisque donc, tu es la 6e personne interviewée de cette première saison. Et pour le 7e épisode, donc qui arrivera le mois prochain, je vais répondre aux questions de la Secret Box, une boîte dans laquelle les invités ont déposé chacun une question. Voilà, donc après ça va être le grand moment où je vais paniquer toute seule. C'est toi qui vas devoir répondre aux questions. Je vais devoir répondre à vos questions. Évidemment, c'est anonyme, donc je ne saurai pas qui a rédigé quelle question. Voilà, je vais essayer de deviner. Donc je te laisse réfléchir à une petite question que tu aurais envie de me poser. Ok. Voilà. Avec plaisir. Eh ben, écoute, merci encore. Et puis, c'est moi qui te remercie, Maïsane. C'était vraiment un honneur. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup et avec grand, grand plaisir. Salut tout le monde. Bye bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettre sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.